une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait voulu voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fabrique des transitions urbaines. Rencontre après rencontre, nous partageons les apprentissages de celles et ceux qui font déjà la ville autrement. Parmi eux, il y a bien sûr les élus locaux. Voix d'élus, c'est une série de discussions pour passer de l'autre côté du miroir. Comment devient-on élu local ? Que fait un élu au quotidien ? Quelles ont été leurs surprises en début de mandat ? Quelles sont les qualités nécessaires pour mener les transitions ? À l'heure où la politique dégoûte, ennuie ou fascine, ces échanges cherchent à démystifier le quotidien des élus et le chemin pour en arriver là. C'est aussi l'occasion de partager avec sincérité les bons coups comme les mauvais coups pour celles et ceux qui veulent s'engager en cette période de crise de vocation. Alors aujourd'hui, je rencontre Tristan Réaume. Bonjour Tristan. Bonjour. Tristan, tu es aujourd'hui conseiller municipal et métropolitain à Nantes et Nantes Métropole, en charge notamment de l'énergie et du climat et membre du parti Les Écologistes. Est-ce que déjà on pourrait commencer par ta vie d'avant avant d'être élu, et est-ce que tu peux nous raconter à la fois ton parcours avant et puis aussi, je ne sais pas, l'accident ou la stratégie qui fait que tu t'es retrouvé un jour élu local ? Ouais. Avant d'être élu, ma vie, c'est principalement une vie d'étudiant parce que j'ai été élu à 25 ans, donc à 26 ans. Donc en fait, j'ai fait mes études, j'ai commencé à bosser, j'ai travaillé 6 mois dans une entreprise et puis après j'ai arrêté pour faire de la politique, du coup. Là-dedans, comment je me suis retrouvé en fait en parallèle de ma vie étudiante, donc j'ai fait une école d'ingénieur à Nantes. Je m'étais engagé dans des luttes locales, environnementales. À Nantes, il y avait évidemment le projet de Notre-Dame-des-Landes qui était un moment très fort où en fait je me suis rendu compte que la politique, c'était aussi se mettre en mouvement et faire des choses, et c'était pas que ni la regarder, ni en être distant. En fait, il y a des gens qui vraiment s'engageaient. J'ai participé à quelques manifestations, j'ai beaucoup suivi ce qui se passait, mais un peu de manière sporadique, quoi. J'étais pas chef de file dans la lutte, pas du tout, quoi. J'étais étudiant à côté, donc j'avais mes trucs. Et du coup, ça m'a quand même donné envie de me dire, il y a certes la vie pro, va y avoir, je vais chercher à trouver un boulot qui me plaît, mais à côté de ça, il va falloir que je me mobilise d'une autre manière, que je sois militant, et donc c'est là où j'ai commencé un peu à vouloir agir d'une autre manière, quoi. Et puis après mes études, j'avais beaucoup d'engagements qui étaient liés à mon étudiant, et donc j'ai adhéré au parti des écologistes. Au début, j'avais beaucoup d'a priori très négatifs sur la politique, comme beaucoup de gens en fait, c'est-à-dire je pensais que les gens qui adhéraient à un parti, ils arrêtaient de réfléchir, ils allaient sur une ligne parce que c'est la ligne, ils voulaient absolument avoir des responsabilités, que c'était plein de requins et tout. Et en fait, j'ai découvert plutôt l'inverse, c'est-à-dire j'ai découvert un endroit où on m'a fait très vite confiance, qui m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et puis j'ai vu des gens, en fait, plein de militants hyper sincères qui avaient commencé à militer avec René Dumont et qui étaient encore là, quoi. Donc ça va faire... Peut-être qu'avant qu'on bascule sur la table d'après, qu'on reste sur ce moment-là, parce que quelque part l'action politique à Notre-Dame-des-Landes, elle est à la fois très claire, mais elle est assez loin des partis, justement. Qu'est-ce qui a fait déjà ce premier pas, c'est-à-dire rentrer dans un parti ? Alors, sans doute pas n'importe lequel, et sans doute certains sont plus accueillants que d'autres, en tout cas pour le jeune que tu étais, mais déjà se dire à un moment que l'action politique, elle peut passer par un engagement partisan. Qu'est-ce qui a fait ce déclic ? Alors, il y a eu
En fait, je pense que le déclic vers le parti, ça a été avant tout la curiosité, comme je l'ai dit, mais c'est aussi que dans tout ce conflit autour du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y avait des luttes qui étaient dans la rue, qui étaient parfois rugueuses, voire violentes, mais j'avais aussi vu des gens qui cherchaient à tenir un espèce d'entre-deux en disant nous, ce mode d'action-là, c'est pas forcément ce que nous on fait, mais on reste contre le projet, on reste mobilisé. Et ça, pour le coup, il y avait des élus écologistes qui étaient de ce côté-là et qui s'en prenaient un peu plein la tête et je pense, se posaient aussi des questions par rapport à ce qui se passait. Et j'avais trouvé ça intéressant, en fait, ce positionnement, parce que moi, je viens d'une école d'ingénieur, un monde où, on est plutôt du monde de l'industrie, etc. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il y ait des gens qui cherchent à dire, on est fondamentalement contre ce projet, il y a plusieurs modes d'action qui s'expriment, et nous, on va en choisir un qui est un peu sur une ligne dans les institutions. J'avais trouvé ça assez intriguant. Et j'avais entendu en fait des responsables politiques, des écologistes prendre déjà position à ce moment-là et je trouvais ça assez fort, quoi. Comment, une fois que tu es rentré dans un parti, tu deviens à un moment candidat, c'est-à-dire présent sur une liste, élu, etc., etc. C'est quoi le processus? Alors, je comprends qu'on te fait confiance. On dit ça souvent, mais ça veut dire quoi, en fait, faire confiance? Quelle forme ça prend, en fait, ce parcours-là? Alors moi, quand je m'engage dans un parti politique, j'ai aucune ambition. Enfin, je ne sais même pas vraiment qu'on peut faire une carrière, être professionnel de la politique. J'ai pas du tout ça dans mon entourage. C'est pas ça mon idée. Je suis en train de trouver un boulot qui me plaît par ailleurs. Voilà, donc c'est un peu ça j'ai d'autres projets professionnels. Et du coup, je m'engage dans un parti comme je m'engage dans une association, c'est-à-dire ils cherchent quelqu'un pour animer les réunions, faire les comptes rendus, les machins, participer à organiser un collectif. Bon, en plus, c'était juste après l'arrivée d'Emmanuel Macron. La moitié du parti s'était barré chez lui, donc globalement, il y avait de la place à prendre, on va dire. Et du coup, je rentre vraiment comme j'aurais pu m'engager dans une association. C'était 2-3 ans avant qu'on commence à vraiment lancer les municipales. Et donc, quand les municipales commencent à arriver, moi, j'y connais rien, j'ai jamais fait d'élection, etc. Il y a des gens en fait qui eux ont un peu plus de bouteilles et qui commencent à structurer ça. Donc c'était Julie Lernous qui structurait la dynamique pour 2020. Et donc on commence à travailler ensemble et moi plutôt sur des sujets de fond, quoi. Ce qui m'intéresse, ça va être d'essayer de faire du lien avec des actions environnementales. Il y avait pas mal de choses qui se passaient. Sur la question des exilés aussi, c'était un sujet très présent à ce moment-là. Donc vraiment comme un travail qu'on peut faire dans une association quand on porte un sujet. Et en fait, c'est ce travail aussi en amont et aussi des gens qui disent c'est intéressant, tu devrais peut-être essayer d'aller plus loin, qui font que je me dis peut-être que si ils cherchent des élus, peut-être que je pourrais y aller. Pourquoi pas. Après, il a quand même fallu qu'on vienne me chercher. Alors, entre guillemets, j'étais assez motivé à la fin, mais juste quelqu'un qui dise réfléchis à ça, parce que dans un an, on va chercher des élus, peut-être qu'il faut que tu y réfléchisses. Rien que ça, déjà, ça nous débloque un peu intellectuellement. Et puis ensuite, on avait un processus de choix au sein des gens qui participaient à la dynamique, où en fait, on pouvait candidater, puis on a été désigné par le collectif. D'une certaine manière, c'est arrivé parce que j'étais très engagé, mais c'est aussi une forme de hasard. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis engagé en 2017, 3 ans avant les municipales. Si les municipales étaient avant, j'aurais peut-être pas été élu. Et je trouve que cette relation-là au mandat, à savoir, c'est un engagement fort, que j'espère sincère, mais aussi une forme de hasard. C'est-à-dire c'est pas une carrière où j'avais en tête le planning des élections sur 20 ans. Je trouve ça bien en fait comme manière de faire. En tout cas, ça permet de conserver une forme de liberté, je trouve. Donc, si on grille un peu les étapes, les élections, on se retrouve à la fin de l'histoire et tu es élu. Donc, tu fais partie de celles et ceux qui sont élus sur cette liste au second tour, avec des délégations. Très rapidement. C'est quoi? C'est un moment brutal, c'est une surprise. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là? C'est quoi les premiers jours, les premières semaines d'un citoyen qui se retrouve quand même embarqué dans une drôle d'aventure? En fait, avant d'être élu, je voyais ça comme une continuité, c'est-à-dire j'habite dans cette ville depuis longtemps, je suis engagé dans pas mal d'assauts, dans pas mal de sujets, il y a des choses qui me tiennent à cœur. Donc, de la même manière que j'ai pu participer à des manifs ou, tenir des stands à UNAMAP, des trucs comme ça, en fait, la continuité de ça, c'est du coup d'être élu de la ville. En fait, une fois qu'on devient élu, on rentre quand même dans un cadre particulier, c'est-à-dire, du coup, on devient représentant d'une institution, d'une ville, d'une métropole.
Il y a du monde derrière, il y a une image forte, on peut faire des mariages, enfin, il y a il y a plein de choses en fait qui sont liées au fait d'être élu, qui du coup sont pas complètement dans la continuité d'un parcours juste militant. Ouais, Donc c'est vrai pas que, tenir le stand de la map, hein, voilà, pour en le coup. fait il y a un truc un peu différent, mais qu'on réalise pas nécessairement au début. Et donc finalement, assez rapidement, il faut se demander qu'est-ce que je vais faire avec ce protocole. Je vais pas changer du tout au tout, je reste moi-même, je vais pas me mettre à porter une cravate parce que je suis devenu élu. En tout cas, j'ai pas envie. Mais en même temps, je peux pas non plus ignorer le fait que je deviens adjoint d'une ville qui existe depuis des centaines d'années. Donc bon, faut un peu composer avec ça. Ça, c'est une réflexion qui m'a un peu accompagné tout le temps parce que d'un côté, je considère que je suis là pour transformer la ville, pour faire de l'écologie, pour voilà, porter des valeurs. Je ne suis pas là pour défendre ma carrière. Et en même temps, il faut aussi que je prenne conscience que je dois embarquer un collectif derrière, parce que derrière, il y a des agents qui bossent depuis longtemps, etc. Donc je pense qu'au début, ça a été de gérer ça, d'essayer de transposer cette énergie militante que j'ai en quelque chose qui est toujours une énergie militante, mais qui est plus au service d'un projet de la ville. Et je dirais que le fait d'être jeune, alors même si ça demande de composer avec, parce qu'évidemment certains vont en jouer pour me faire passer pour un incompétent ou des choses comme ça. En réalité, je l'ai pas mal utilisé pour parfois poser les questions que tout le monde se pose mais que personne n'ose poser. Parce que quand on a 25 ans, c'est plus facile de poser des questions bêtes, parce que tout le monde de toute façon imagine qu'on ne connaît pas grand-chose, donc autant y aller, que quand on en a 50. Donc du coup, ça m'a pas mal servi au début pour poser un certain nombre de questions et puis découvrir. Et puis en fait, c'est une fonction qui est passionnante. Tu as une ou deux surprises comme ça dans le fonctionnement à ton arrivée, des choses qui t'ont vraiment surpris, auxquelles tu t'attendais pas? Déjà, il y a ce qui est étonnant d'abord, c'est ce que les gens nous renvoient. C'est-à-dire que quand je suis devenu élu, je voyais bien que pour les gens qui ne me connaissaient pas forcément avant, d'une certaine manière, j'étais de la même caste sociale que, je sais pas, Nicolas Sarkozy, quoi. Alors que moi, j'ai rien à voir avec les gens qui font de la politique au niveau national, qui ont enchaîné les mandats, qui ont été qui cherchaient de l'argent auprès de dictatures pour financer des campagnes, quoi. Enfin, ça, c'est pas du tout mon monde. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce qu'il faut quand même gérer avec cette espèce d'étiquette que les gens vous mettent dessus sur vous êtes un responsable politique, un politicien. Et donc, de fait, il faut jouer un peu avec et ça, c'était un peu bizarre. Ce qui a pu m'étonner aussi, c'est en fait le fait qu'il faut beaucoup travailler. Alors, je le savais, mais quand on arrive, on a des envies de changer beaucoup de choses, évidemment. C'est pour ça qu'on est élu. Et en fait, la métropole, la ville, elle a déjà beaucoup bossé, et bien parfois sur plein de trucs, quoi. S'il y a un souci sur les cours de récréation, par exemple, dans une ville, en fait, il y a peut-être plein de gens qui ont déjà fait des expérimentations, etc. Donc du coup, il y a eu beaucoup de travail pour emmagasiner en fait ce que faisait la ville et la métropole. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que au début, je pouvais être un peu en résistance aussi par rapport à ce qui se passait autour de moi. En réalité, il faut assez vite oser demander et travailler avec les fonctionnaires et les agents territoriaux. Parce qu'en fait, c'est des gens engagés, c'est des gens qui ont envie de comprendre le projet politique et qui sont prêts à donner plein de choses, quoi. Donc je trouve que cet apprentissage de bien bosser avec les gens qui vous entourent, ça a été un peu un élément à prendre en main, mais qui après, je trouve, permet de bien bosser. Et donc bien travailler, justement pour rentrer dans le détail, toi, dans cette fin mandat, enfin ton parcours personnel ou ce que tu as vu autour, ou les conseils que tu as pu avoir d'ailleurs d'autres élus, hein, justement, comment on travaille bien avec même plutôt des administrations, hein, il y a à la fois la ville, la métropole, tout ça est à la fois très intégré, mais aussi parle de sujets différents. Comment est-ce qu'on navigue dans ces couloirs? Comment on dialogue avec des sachants de haut niveau, mais aussi des gens qui sont sur des postes de direction, des responsabilités managériales, etc. Qu'est-ce que tu retiens par rapport à cette question qui est centrale quand même, hein? L'élu peut agir que si finalement il arrive à travailler main dans la main avec son administration. Je trouve que ce qui est important, c'est de comprendre son rôle à soi. Le rôle du politique, c'est de donner les orientations, d'écouter quand même ce qui est faisable, mais de ne pas
de pas rentrer tout de suite et immédiatement sur le truc, l'élément très opérationnel, parce que l'élément opérationnel, c'est l'administration qui gère. Donc évidemment, il y a souvent des recouvrements, mais au début, se dire qu'on est là pour donner les orientations, la direction qu'on doit prendre, ça évite de chercher à marcher sur les plates-bandes des autres, parce qu'après, chacun a son rôle. Oui, mais chacun son rôle, mais en même temps, dans ce rôle-là, dans ce jeu de rôle-là, on peut arriver, ça arrive souvent, et je ne sais pas si ça t'est arrivé, avec des idées claires, des envies d'eux, qui sont bouleversantes d'une façon ou d'une autre, des pratiques, et avec en face aussi une capacité à penser l'opérationnel, le détail, la mise en œuvre, etc., etc., et finalement se retrouver face à un mur de oui, mais. Oui, on comprend bien ce que vous avez envie de faire, mais vous comprenez, c'est plus compliqué, mais il faut faire ci, il faut faire ça, et puis on sort de la réunion, on ne sait plus pourquoi on est rentré dans la réunion. Mais en tout cas, l'idée de départ qui était claire, elle est devenue très floue à la fin. Comment on arrive à garder ça? Comment est-ce qu'on arrive aussi à embarquer, en fait? Ou à ne pas se laisser embarquer, d'ailleurs, dans les doutes ou les difficultés? En fait, rester sur les orientations et la stratégie, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à déterminer ou qu'on... C'est pas du blabla en fait. C'est simplement qu'il faut respecter le rythme aussi de ce qui nous entoure. Je vais prendre un exemple pour ça. La métropole de Nantes, donc c'est pas une question d'urbanisme, c'est une question d'énergie. On a lancé un outil d'investissement public dans les énergies renouvelables. Ce projet d'outil d'investissement public, en fait, c'est quelque chose qu'on avait écrit dans le programme en 2020, que moi j'avais porté très vite en fait. Dès les premiers mois, j'avais écrit une note pour qu'on le fasse. Et puis, j'ai eu exactement un oui, mais. Et en fait, ça a mis 4 ans pour qu'on le lance. Alors, en même temps, moi, dans ma note, au début, j'avais écrit le cadre juridique dans lequel je voulais le faire, etc., le montage, en fait, que j'avais imaginé. Donc, tu étais déjà rentré dans la faisabilité. Et c'est là où je pense que ce n'est pas complètement mon rôle. Mon rôle, c'est de poser l'impulsion, de dire, je pense que ça, c'est nécessaire. Et ensuite, pour le faire dans une métropole, on va faire une étude, on va regarder ce qui se fait, on va regarder le cadre juridique. En plus, il avait évolué. Et au final... la réalisation opérationnelle, elle n'est pas celle que j'avais imaginée, et elle est mieux que celle que j'avais imaginée, parce qu'il a fallu qu'on passe par certains processus. Il a fallu tout ce temps parce que quelque part tu avais fait le boulot des autres un peu par erreur? Non, mais parce que qu'il fallait ce temps. On n'aurait pas pu le lancer en décembre 2026, parce qu'en fait, il fallait aussi faire un travail partenarial, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser avoir par la machine et par le timing des autres. Pas du tout. Je pense que le rôle d'un élu, c'est parfois aussi d'aller bousculer et d'aller oser, pourquoi pas, arrêter des projets lancés qui ne sont pas les bons, etc. Ça, c'est un gros sujet aussi. Comment est-ce qu'on va renoncer à des choses qu'il faudrait évidemment arrêter. Juste qu'il faut comprendre quel est son rôle exactement. Et je trouve, c'est valable pour plein de sujets, mais pour enfreindre les règles, il faut bien les connaître. Et donc, il y a déjà une phase d'apprentissage pour connaître les règles de l'institution. Et après, on peut se permettre de jouer avec et prendre un peu des chemins de traverse. Et ça peut aller assez vite. Je pense que moi, en 5 ans de mandat, on n'a pas besoin d'être élu 20 ans pour faire ça. En 5 ans de mandat, je pense que j'ai réussi à agir et à justement trouver les voies de passage sur des projets parfois pas évidents. On n'a pas parlé de... Alors, on n'a pas parlé de plein de trucs, évidemment. On ne va pas pouvoir faire le tour de tout, mais il y a quand même quelques points de passage que je ne veux pas louper et qui me semblent importants. C'est la relation entre élus. Qui pour le coup est complètement opaque pour le citoyen. C'est-à-dire à un moment, ces relations interpersonnelles, ces relations collectives dans un groupe, ces relations dans une majorité, etc. Globalement, tout ce qui ne se passe pas au conseil métropolitain ou au conseil municipal, qui eux sont enregistrés, mais sur lequel beaucoup de choses se sont faites en amont. Voilà. Comment ça se passe au quotidien? Comment on bosse ensemble? Comment on bosse bien? Comment aussi, parfois, ça pose problème? Comment est-ce qu'on pourrait bosser mieux? Créer une dynamique collective. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'espaces de travail institutionnalisés, c'est-à-dire on bosse souvent avec les autres élus, mais dans des cadres qui sont posés. Donc, en gros, les deux cadres, c'est les conseils, qui sont des espaces très théâtralisés, en fait, où c'est long et il se passe des choses, mais en fait, en termes de prise de décision, on est plutôt sur du positionnement que sur des prises de décision réelles, puisque la plupart des délibérations sont votées. Et l'autre espace, c'est les comités de pilotage. Et donc là aussi, il y a un apprentissage à savoir comment on fonctionne, etc. Donc, moi, assez rapidement, j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment gratter du papier, c'est-à-dire
chaque dossier, j'ouvre un document et je me note un peu les positionnements, les enjeux que je vois pour être sûr que dans le copil d'après, qui a lieu dans 6 mois, je puisse essayer d'avoir un minimum de constance. Parce que ça va être ça, un des enjeux, je trouve, en tant qu'élu, c'est arriver à avoir de la constance. Si on vous demande un avis sur un dossier, vous avez peut-être un avis sur un sujet, mais s'assurer que Encore faut-il s'en mois souvenir après 6 semaines mois, après. Ouais. vous arrivez à avoir quelque chose qui se construit, qui est cohérent, c'est un autre sujet. Donc du coup, cette question du copil, c'est un vrai sujet. Tous les agents territoriaux savent bien que c'est un peu stressant, qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, etc. Et je trouve que moi, les espaces les plus intéressants, c'est quand on va déclencher des endroits pour parler de fond en dehors. C'est-à-dire que quand on arrive au moment où la décision doit être prise, c'est là où ça peut être tendu, où en fait, il faut s'assurer qu'on ait tous les éléments avant, etc. Mais en fait, les espaces où on va travailler ensemble en dehors, c'est là le plus intéressant. Et ça se déclenche. Donc quand on a vraiment un sujet qui nous importe, ou politiquement on sait que ça va être compliqué, par exemple, il faut déclencher. En fait, il faut prendre son téléphone, envoyer un mail et essayer de creuser un sujet de fond ensemble. Et le problème, c'est que par défaut, en fait, on ne le fait pas vraiment. Si jamais on n'est pas attentif à comment on fait avancer les dossiers ensemble, faire aller sur le terrain avec plusieurs élus pour essayer de voir un sujet, forcément, c'est un peu... on n'y arrive pas malheureusement, quoi. Et donc finalement, c'est ça, c'est très théâtralisé comme rapport, sauf si on déclenche des moments pour vraiment creuser des choses ensemble. Et c'est là où, du coup, quand il y a des sujets délicats, soit on va au rapport de force en disant « je vais pouvoir tordre le bras à mon ami ou adversaire », soit on essaie de trouver des moyens de travailler ensemble. Il y a des moments, enfin on avait le témoignage intéressant d'un mode de fonctionnement pour le coup qui est extrêmement discret, qui était dans l'ancienne équipe à Montréal, qui est des réunions hebdomadaires de 3 élus qui étaient sur des compétences très proches, urbanisme, logement, etc. Avec demande de la maire de Montréal à ces 3 élus de se voir toutes les semaines, mais pas dans une réunion de coordination avec les techniciens, etc., mais de se voir à 3, point. Voilà. Quitte à inviter des gens, mais globalement de se connaître, d'avoir une forme de fluidité et de parler de quotidien. Toi, tu as vécu des formes d'instances, de non-instances quelque part, de ce type-là, ou simplement des typologies de rencontres ou des habitudes de rencontres avec certains élus? D'autres méthodes peut-être, de façon à arriver à fluidifier le dialogue, à être aligné aussi collectivement, ce qui n'est pas évident? Ouais, on a quelques espaces qu'on a créés comme ça, en effet. Sur le mandat, on a eu des sujets de conflits assez forts. Je pense sur l'artificialisation, le développement économique est un sujet, par exemple, qui pose vraiment peut-être question. pour préciser, de conflits dans la majorité. Oui, compris, bien sûr. Voilà. Donc, je ne révèle rien. Non, bien sûr. Non, mais préciser aux auditeurs. Alors, donc, pas des forcément, débats internes. c'est pas forcément du conflit. Ça peut être des désaccords tranchés. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Je veux dire, quand on est dans une majorité, on sait bien qu'on ne décide pas seul et qu'on n'est pas seul maître à bord. Donc évidemment, on admet qu'on travaille avec des gens qui sont un peu différents. Puis même en fait, au sein du même parti, on a de toute façon des débats. Donc c'est normal qu'on avance ensemble. Mais par contre, des fois, on a parfois des désaccords. Et typiquement, la question de l'artificialisation en lien avec le développement économique est un sujet qui a pu être un sujet de désaccord. Et donc là, en effet, oui, on a pu créer des espaces au moins pour qu'il n'y ait pas de sujet interpersonnel, en fait. Parce que quand ça monte en tension, il faut s'assurer déjà qu'on parle bien du sujet dont on parle et pas des gens qui les de rapports interpersonnels. Donc ça, typiquement, c'est des choses qu'on a pu faire et que je trouve plutôt intéressant. Bon, par contre, après, il faut admettre qu'on n'est pas forcément d'accord. Et ça, je trouve, c'est aussi, je trouve ça aussi ça, en fait, d'arriver à poser des désaccords et de dire, oui, à la fin, il faudra trancher. Et c'est pas... Moi, je trouve pas ça dramatique, en fait, d'être en désaccord. Mais il y en a qui ont du mal avec ça. Puis c'est un apprentissage aussi, parce que dans la vie de tous les jours, on aime plutôt être en accord avec les gens. Mais pour le coup, on conserve des désaccords, même quand on arrive à se poser et à discuter, quoi. Oui, mais c'est déjà un des intérêts d'avoir de la méthode, de pouvoir poser un désaccord. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord là-dessus, on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus. Après, il y a des processus pour trancher, pour continuer d'avancer, sans pour autant divorcer. Voilà, et ça demande aussi, oui, de la méthode. C'est des moments qui se font nécessairement à huis clos, en petit comité, avec tout le monde. Enfin, toi, tu retrouves des choses. Je pose ces questions-là parce que, en fait, quand on creuse un peu, il y a une étude publiée récemment, on mettra le lien dans les commentaires du podcast, qui vient notamment qualifier pourquoi est-ce qu'on a un certain nombre de maires qui ont démissionné au dernier mandat. Voilà, avec toujours cette idée qu'il y a une pression sociale, une pression
citoyenne, une forme de demande et d'exigence, pratiquement un rapport client-fournisseur entre le citoyen et l'élu. C'est un peu l'idée sous-jacente. Ce qui ressort de cette étude, c'est que ce n'est pas du tout ça le motif de démission des maires. Le principal motif, de façon extrêmement majoritaire, c'est un désaccord au sein de la majorité. Et finalement, des dysfonctionnements, enfin pas un désaccord, parce que tu le disais très bien, on peut être en désaccord et bosser ensemble, et un dysfonctionnement au sein du collectif, du collectif élu. Donc là, tout est bon à prendre pour arriver à faire fonctionner ces éléments-là. Le retour de ce qui marche, ou en tout cas ce que tu penses a pu marcher pour avancer en tout cas sereinement sur ces formes de controverses. Alors déjà, moi je pense que j'ai l'impression que beaucoup... un élément qui est fatigant sur le mandat, c'est l'hyper-exposition. C'est-à-dire que on a, en plus avec les moyens de communication qu'on a mis en place sur le mandat, et qui n'était pas forcément d'ailleurs le cas au mandat précédent, c'est vraiment un élément nouveau là, de 2020, c'est typiquement les messageries instantanées ou ce genre de choses où en fait on est constamment tout le temps en lien les uns avec les autres. Et ça, je vois bien que ça amène une forme de fatigue. Typiquement, mon rapport aux réseaux sociaux, comme beaucoup, j'ai arrêté Twitter quand Elon Musk a repris la plateforme et a commencé à en faire n'importe quoi. J'ai gagné un temps fou, mais c'était même pas juste le temps passé sur Twitter, C'est l'espace mental. Le nombre d'insultes que je recevais. Et en fait, j'avais commencé à dire je m'en fiche, c'est pas grave. Mais en fait, non, je m'en fiche pas. C'était hyper pesant. Donc je pense qu'il y a aussi une fatigue qui vient de tout ça, quand même. Alors, c'est pas tout à fait pareil la question des réseaux sociaux, de l'exposition citoyenne, que la question des messageries instantanées entre vous. Oui, c'est vrai qu'il y a les deux, mais dans les deux cas, c'est ce côté, on est toujours connecté à plein de trucs. Et on s'interpelle toujours directement les uns les autres. Et donc, voilà, juste pour dire, à mon niveau, par exemple, donc moi, adjoint vice-président d'une grande ville, c'est moi qui gère tout directement. C'est moi qui gère moi-même ma boîte mail, c'est moi qui gère moi-même mes réseaux sociaux, etc. Donc, ça paraît peut-être évident pour certains, mais ça vaut le coup de le dire parce que des fois, j'ai reçu des messages et puis quand je répondais direct, les gens étaient étonnés. Ils pensaient que j'avais des gens à mon service, je ne sais pas. Donc, je pense que ça, c'est un des éléments qui peut être fatigant. L'autre sujet qui est en effet les désaccords, moi, je pense qu'on a un vrai sujet sur le renoncement. C'est un mot qui a été pas mal utilisé depuis quelques temps, je pense qu'il faut qu'on utilise, parce qu'en fait, on ne sait pas arrêter des projets. Mais c'est-à-dire que, moi je l'ai vu, ça nous est arrivé de voter des grands schémas, des grands projets, des choses, et on sait très bien que ce projet, il faut l'arrêter, il n'y a plus les financements, c'est terminé, le truc il est complètement à l'encontre de tous nos projets. J'ai plusieurs exemples. Et je vois bien, en comité de pilotage, etc., on n'arrive pas à mettre en place ce qui fait qu'on va arrêter le projet. Et du coup, on en arrive à des énormes crispations, c'est-à-dire que des gens se mettent à devoir défendre des trucs alors qu'on sait très bien que ça doit s'arrêter, que du coup, ça passe par le conflit interpersonnel, qu'on épuise les agents, qu'on épuise les élus, et je pense que ça, c'est pas bon du tout. Donc en fait, vraiment avoir un apprentissage au renoncement et au fait de se dire, quand on change d'époque, c'est pas grave, en fait, de se dire que cette ZAC avec des champs qui sont en friche et qu'on aurait dû bétonner, en fait, on ne va pas le bétonner, on va remettre des patates et ça va être très très bien. Ça, c'est un vrai sujet qui, je pense, pourrait nous amener de l'apaisement. Oui, moi, j'avais animé comme ça un groupe sur ces questions-là, de renoncement notamment, un groupe d'agents de la collectivité. Et on avait eu le témoignage d'une chef de projet qui était en charge d'un projet auquel elle ne croyait pas. Mais on a un niveau d'engagement qui est tel que le jour où ce projet a été abandonné, ça a été pour elle un vrai traumatisme, avec une demande derrière d'accompagnement en fait, personnel, quasiment psychologique, y compris pour abandonner un projet auquel elle ne croyait pas. Donc, oui, difficulté à faire bouger, à faire passer, à mettre à l'agenda finalement un certain nombre de mouvements qu'on veut, mais aussi difficulté à arrêter. L'un va aussi avec l'autre. Arrêter, abandonner, renoncer, on va prendre le terme qu'on veut. C'est aussi libérer du temps, libérer des crédits, libérer du foncier, etc. etc. En tout cas, c'est faire de la place, pour d'autres projets. Si on doit un peu résumer, c'est compliqué évidemment de faire une synthèse. Le mandat est encore en cours, etc. etc. Mais bon, on a le bout de la piste là. Qu'est-ce que tu referais peut-être plus tôt dans les apprentissages? Qu'est-ce que tu ne referais pas? Finalement, c'est quoi les bons coups et les mauvais coups
Alors, à la fois pour toi, mais finalement aussi pour les autres, pour les élus qui seront élus plus tard, ou pour des citoyens d'ailleurs. Tu devais retenir deux, trois règles de vie qui permettent d'avancer un peu mieux. Alors, premier truc, peut-être en règle de vie, c'est se dire que même si c'est rude, et aussi parce que on s'expose en fait quand on fait de la politique, on met sur la voie publique des convictions qui sont pour beaucoup de gens personnelles. La plupart des gens, on ne sait pas pour qui ils votent, on sait pas, voilà. Mais quand vous êtes élu, tout ça devient public. Donc on s'expose beaucoup. Néanmoins, le mandat, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose où on peut prendre beaucoup de plaisir. Et du coup, je pense que se dire que s'accorder aussi des moments de plaisir dans le mandat, c'est important. Moi, par exemple, alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quelque chose que j'ai toujours trouvé très intéressant, c'est de travailler avec les chercheurs et les chercheuses. Mais les chercheurs et les chercheuses sont sur une temporalité souvent un peu différente. En gros, quand on a un séminaire de recherche, ça va être un truc qui va durer de 8h à 16h, ou on va dire 9h, 16h. Plutôt, ouais. 9h30 même. Ouais, 9h30. Mais en gros, on prend le temps d'essayer de creuser un sujet, de discuter, et par rapport au temps du politique, ça ne marche pas. Je veux dire, nous, notre temps, c'est des trucs de 30 minutes ou d'une heure maximum, quoi. Donc en fait, se faire plaisir, en l'occurrence, c'est se donner ce temps-là, de se dire, dans l'exercice de mon mandat, il faut aussi que je sois capable de me poser pour réfléchir, pour creuser des sujets. Et du coup, pourquoi pas se dire, oui, je vais aller à un séminaire qui va durer une journée sur un sujet particulier et ça va me permettre de participer, mais aussi de grandir et de réfléchir. Ça, c'est peut-être le premier sujet. Le deuxième, c'est quand on est élu, on passe sur beaucoup de sujets différents tout le temps. Et donc, assez rapidement, moi, j'ai commencé à vraiment écrire, avoir en fait des objectifs par séquence de 3 ou 6 mois. C'est-à-dire me dire, vraiment, pendant 6 mois, je me mets là-dessus. Donc j'avais eu ça sur la publicité, par exemple, qui était un sujet de début de mandat fort. Je voulais qu'on avance là-dessus, je ne voulais pas lâcher. C'était un collègue à moi qui était en charge du sujet, mais moi, je me suis dit, je vais vraiment m'investir pour que ça bouge. Et je suis content, ça a bougé. Et en fait, du coup, c'était plus 1 an, mais globalement, voilà, je me dis, voilà, j'ai mené un combat, il est clôturé, on a passé un nouveau règlement local de publicité, je peux le checker sur ma liste et je suis content de ce qu'on a fait. C'est pas parfait, les collectifs anti-pub me disent, vous n'avez pas éradiqué tous les écrans de publicité de la ville de Nantes, c'est vrai, les écrans vidéo, mais on a quand même avancé. Donc il y a peut-être un sujet sur lequel j'aurais peut-être aimé le mettre un peu plus haut sur ma liste, c'est le nœud entre rénovation thermique et conservation du patrimoine. Là, on a vraiment un nœud, ça bloque. Moins on avance dessus, plus le nœud se resserre et on voit que ça commence à se tendre et on n'y arrive pas. Et du coup, ça arrive sur les permis de construire, certains qui sont refusés, machins qui sont... Bref, il y a un bazar là-dessus. Et je me l'étais mis comme objectif du mandat et je n'ai pas réussi malheureusement à avancer là-dessus. Et je pense qu'il aurait fallu que je le mette un peu plus en priorité. Je veux bien que tu verbalises un peu plus ce nœud-là. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer non pas de le dénouer, mais en tout cas de le creuser avec une série de rencontres dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et justement, ce retour de la pratique, il est où le nœud ? En fait, il y a des demandes contradictoires. C'est-à-dire qu'on interdit les passoires, la location des passoires thermiques, ce qui est bien. Surtout pas bouger là-dessus, s'il vous plaît. Si on m'entend à l'Assemblée nationale, ne bougez pas sur ces interdictions, parce que c'est ça qui fait bouger aujourd'hui la filière. Donc, il faut des rénovations performantes. Et de l'autre côté, souvent, les rénovations performantes vont être refusées au titre de la conservation du patrimoine. Et donc, parce que la rénovation performante va toucher à la façade, et va donc toucher à l'architecture. Si vous écoutez un spécialiste, il vous dit mais non, il y a plein de méthodes. On peut faire la rénovation performante en préservant le patrimoine. Mais en fait, oui, mais déjà, on enlève beaucoup de pratiques. Typiquement, est-ce qu'on va quand même autoriser de faire du circling, par exemple? Donc c'est de l'isolation en toiture, ça vient rehausser un peu la toiture. Est-ce que ça, on considère acceptable ou pas selon les zones? Bon, il y a des choses qui sont à trancher, en fait. Et aujourd'hui, tant que le politique ne met pas un peu son nez là-dedans, c'est plus ou moins tranché techniquement, plus ou moins clair, et du coup, ça amène de la tension. Donc je pense que, en fait, il y a au-delà de la question de est-ce que telle ou telle pratique est acceptable dans ce périmètre de la cathédrale ou que sais-je, il faut une vraie question politique de c'est quoi le curseur et quelle décision on prend autour de la rénovation en périmètre patrimonial. Le sujet, je l'avais vraiment découvert quand j'avais été dans un jury où en fait il y a un grand projet à Nantes de requalification de bureaux en logement
avec une grosse rénovation thermique liée à ça. Vraiment une grosse barre de bureaux qui vont être qualifiés en logement. Et pendant le jury, un des débats qu'on a eu avec les architectes conseils, c'était à quel point est-ce qu'on autorise les nouvelles équipes à redonner une patte, à remettre leur patte architecturale. C'est-à-dire que le bâtiment était signé par un architecte avant, puis c'est un bâtiment assez particulier en plus. Demain, est-ce qu'il est toujours signé de l'ancien architecte, ou est-ce qu'il est signé par le nouvel architecte, ou est-ce qu'il est signé par les deux, mais alors du coup, est-ce que le premier est d'accord? Et en fait, dans ce débat-là, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs autour de comment on autorise la mutation de la ville en lien avec les questions patrimoniales, et notamment sur la question du thermique ici. Est-ce qu'on autorise à avoir de nouvelles pattes architecturales sur des bâtiments? En l'occurrence, le bâtiment n'est pas dans un périmètre classé. Bon, typiquement, là, c'était pas tranché, en fait. Il n'y avait pas de décision en amont qui avait été prise sur ce dossier. Et je pense que c'est ce genre de choses qu'il va falloir un peu trancher, y compris pour dire que les nouveaux architectes, les architectes qui vont vers de la rénovation, se dire qu'ils ont le droit aussi, en fait, d'avoir leurs pattes à travers la rénovation. C'est pas juste respecter ce qui a été fait avant de manière exacte, quoi. On peut aussi imaginer une mutation de la ville aussi d'un point de vue esthétique. Donc voilà, ça a fait des gros dossiers. Mais là, on voit que ça ouvre du réglementaire, des chercheurs et des chercheuses. Il y a plein de trucs en fait qu'il va falloir creuser. Et puis quelque part du culturel, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui les enjeux de transition doivent questionner jusqu'à ce qu'on considère comme faisant partie du patrimoine. Quelque part, en quoi c'est un héritage qui nous permet de nous projeter. On va creuser ça. Donc ça, c'est une frustration, je l'entends. Alors, je ne sais pas si c'était... très honnêtement, je ne pense pas que c'était traitable à l'échelle de ce mandat-là et à l'échelle nantaise. En tout cas, voilà, l'envie d'avancer là-dessus. Peut-être d'autres frustrations de ce type-là Ou des choses que tu ne referais pas Il y a des choses que j'ai pu faire quand on peut frotter, mais je pense que c'est dur de dire que je ne le referai pas. Je pense qu'une petite frustration que j'ai, quelque chose qu'on a lancé sur le mandat et dans lequel je mets plein d'espoir, mais on aurait pu aller un peu plus vite, c'est moi je suis en charge des questions climat en fait en tant qu'écologiste je considère que la question du climat ça concerne vraiment tout le monde, c'est quelque chose qui doit surtout pas être confisqué par quelques ingénieurs qui font des tableurs Excel. Et moi, sur le mandat, j'ai vraiment essayé, avec les équipes qui étaient très partie prenante de ça, on a fait une bande dessinée, on a fait un spectacle d'impro pour lancer la concertation sur le plan climat, donc il y a eu plein de trucs très intéressants. Et je me dis, on aurait pu aller encore plus loin. Donc, et peut-être, et faire encore plus de trucs. Donc je me dis, vraiment, je me dis, ces questions du réchauffement climatique, de l'adaptation des villes, ça nous concerne vraiment. C'est un enjeu générationnel aussi, parce que, en fait, le climat qui change, ça va être quelque chose qui va nous accompagner, nous, toute notre vie. Et donc, j'ai vraiment cette aspiration pour qu'on s'en saisisse, qu'on se sente concerné par ça, que ce ne soit pas que juste une petite classe de la population qui soit expert de ça et qui compte gramme par gramme son CO2. C'est un sujet qui est beaucoup plus vaste. Et donc, je suis plutôt impatient de voir comment, j'espère, dans les années à venir, on va arriver à en faire un sujet qui concerne vraiment tout le monde, quoi. Bon, je comprends que tu n'as pas fini. C'est souvent d'ailleurs pour ça que les élus sortants nous disent « il faut que j'y retourne, je n'ai pas fini ». Il faut plus qu'un mandat pour changer les choses. Alors, à la question, est-ce que tu veux y retourner ou pas dans les élections, dans le scrutin qui arrive, là, qui est dans quelques mois, quelques semaines, je crois avoir la réponse. Il me semble que c'est non. Donc, tu n'as pas souhaité rempiler, faire un deuxième mandat. C'est assez rare pour être souligné. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ? Ouais, alors en fait... c'est une question assez personnelle. Enfin, la raison, elle est assez personnelle. Déjà, sur le positif, je considère qu'on peut vraiment agir au niveau local, qu'on a fait un beau mandat, qu'on a fait beaucoup de choses dans la ville dont je suis extrêmement fier. Oui, c'est pas tout à fait rien, parce qu'on a aussi un certain nombre de gens qui ne se représentent pas par frustration, par... Ouais, complètement. Moi, je considère qu'on peut y aller, qu'on peut y aller en tant que jeune, qu'on peut trouver sa place, qu'on peut bien bosser avec les gens, qu'on peut sentir qu'on a un impact et que l'action politique, en fait, elle est noble, elle est belle et que voilà. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut qu'on investisse, quoi. Après, c'est vrai qu'au niveau personnel, moi, j'ai été élu assez jeune et aujourd'hui, je n'ai pas commencé une carrière professionnelle en dehors de la politique. Ce qui veut dire que si je continue comme je le fais aujourd'hui, alors je me dis que je fais peut-être pas trop mal mon boulot d'élu, mais quand même, finalement, j'admets que je rentre vraiment dans une carrière politique et donc je me retrouve peut-être à 45 ans ou 50 ans en ayant toujours fait que de la politique.
Du coup, moi, ça m'a posé un petit peu question, déjà d'un point de vue, on va dire, de carrière professionnelle, c'est-à-dire que je suis très dépendant de ce milieu-là, et aussi pour mon ego, parce que je me dis, bon, à 25 ans, avoir des centaines de personnes qui vous envoient des mails, une secrétaire, il y a un truc un peu bizarre, je trouve. Donc, je me suis dit que j'avais envie de me décaler un petit peu, de découvrir autre chose. Et je suis, en fait, si je décide de ne pas me représenter, c'est aussi que je suis persuadé que ce que je porte, en fait, on est beaucoup à pouvoir et à vouloir le porter. L'écologie politique en France, quoi qu'on en dise, en fait, elle se structure, elle est de plus en plus mature et en fait, je suis assez confiant sur ce qui va se passer pour la suite. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être rude, compliqué pour les gens qui vont arriver derrière. Il y a plein de sujets, plein de débats et je pense qu'il y a plein de conflits aussi autour de la gestion des ressources qui vont se poser. Mais je suis assez serein pour la suite aussi pour l'action locale. Donc c'est pour ça que je me suis dit, en moi-même, je sens que j'ai envie et besoin de faire autre chose. Et je pense qu'un des enjeux de la professionnalisation, de la non-professionnalisation de la vie politique, c'est pas forcément de faire un mandat et je pars, parce que si tout le monde fait comme moi, ça ne va pas être gérable. Simplement de sentir que quand on a besoin d'arrêter, on arrête, et puis la vie est longue et je peux revenir dans longtemps. Ouais, ça j'en doute pas. J'en doute pas. Mais peut-être avec d'autres outils, armés un peu différemment, avec aussi un point de vue qui se sera forgé ailleurs et dans un autre monde. Oui, et puis il y a le fait de faire des allers-retours n'est pas évident, mais sans doute une des clés aussi d'une forme de démocratisation réelle, quoi. Oui, puis il y a plein de manières d'agir. En fait, depuis ma prise de mandat, par exemple, tout mon engagement est passé par le mandat. Donc, j'ai plus du tout d'engagement associatif en dehors. Et je suis assez impatient, en fait, de retrouver ça, en fait, un engagement associatif en dehors d'un mandat politique. C'est quelque chose que j'aime et que je trouve intéressant. Il y a plein de manières d'agir dans les syndicats, voilà. Donc, je pense que je vais rester un citoyen actif et puis je vais passer la main sur le mandat local à d'autres personnes qui le font très bien. Alors pour finir, une petite question, une grosse question, pour le coup personnelle, qui est tout sauf un piège, mais qui nous taraude un peu tous. Là, quand on voit les mauvaises nouvelles qui s'accumulent à la fois sur le front écologique, démocratique, voire géopolitique, qu'est-ce qui, toi, te donne encore l'énergie finalement d'espérer, d'agir, d'être engagé ? Je pense qu'il y a deux niveaux. Le premier, c'est que d'abord, moi, j'essaie de relativiser. C'est-à-dire que oui, on voit plein de choses assez terribles. Et puis là, en plus, maintenant, la question de la guerre revient. Donc, évidemment, ça nous fait bouger. Et on se dit, oh là là, il y a quelques années, on a l'impression qu'on était sur une vague porteuse sur les questions environnementales. Et est-ce que là, on n'est pas dans un moment de recul ? Bon, moi, je pense qu'en fait, on a un vrai changement de mentalité qui est une vraie vague de fond. Et que même si des mouvements politiques commencent à reculer sur plein de sujets et font volte-face, en réalité, le changement de mentalité, il est largement là. Et moi, je le vois sur des projets plutôt du quotidien, par exemple sur la place de la voiture en ville. Sur le mandat, ça a été compliqué, hein. Moi, j'ai fait des réunions publiques, des choses pas évidentes. Et en fait, les gens, au bout d'un certain temps, ils voient bien que du coup, ça a changé vers le mieux et ils sont plutôt contents pour la plupart. Et donc, ça m'a donné quand même pas mal d'espoir pour me dire, en fait, on est dans un moment où la majorité culturelle, on est en train de la gagner. Et même si on se prend des contrefeux sur plein de sujets, en réalité, on a largement avancé. Sur la question de l'aéroport dont on a parlé, je veux dire, je vois bien qu'il y a plein de gens qui défendaient mordicus le développement de l'avion et qui aujourd'hui ne sont plus sur ces perspectives-là. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en réalité, on a eu des grandes avancées. Je pense que ce grand sens de l'histoire, il est encore là, même s'il y a des allers-retours de temps en temps. Ton deuxième point ? Mon deuxième point, c'est j'agis où je peux, quoi. C'est-à-dire, moi, je peux pas lutter contre le pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. C'est pas dans mon espace. Par contre, là où je suis, je peux essayer de faire en sorte de dire l'écologie politique, elle a des choses à proposer, elle a des choses pour transformer la ville. Et si les gens sont à peu près contents du mandat que certains écologistes ont pu exercer et que ça donne une bonne image, je pense que globalement, on agit bien. Donc, il faut agir là où on peut. Merci Tristan. Merci à toi. Cet épisode touche à sa fin, donc Tristan Riom, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le podcast de la Fabrique des transitions urbaines. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et puis retrouver toutes les publications de la Fabrique des transitions urbaines sur ftu.city. Et à bientôt.